En directo desde los sofocantes estudios de Urbania, escuchas Bichology, un podcast de Vanessa Destiné en colaboración con la empresa fundada por Felipe Lamare. Hola, ¿qué tal? Ay, Dios mío, lo siento. Hey, excusez-moi, j'arrête pas de faire du code switching ou de l'alternance codique, là, si vous voulez, depuis que je suis revenue du Portugal où j'ai vu Benito Antonio Martinez Ocasio, alias Bad Bunny, alias mon baby daddy. Oh my God! Que dire au sujet de ce spectacle, à part que j'ai tout aimé? Je suis désolée d'avance, mais ça va être le festival du Not So Humble Brag. Déjà, j'ai pogné un billet à 95 € pour voir Bad Bunny à Lisbonne dans un stade de 65 000 personnes. Écoutez, c'était un billet avec vue partiellement obstruée, entre guillemets, là, vendu dans une espèce de batch surprise de billets mis en vente 2 semaines et demie avant mon arrivée au Portugal, qui était prévu. C'est là où je prenais mes vacances dans les dernières semaines. Je me suis fait discrète pas mal sur les réseaux sociaux. Donc, voir Bad Bunny en 2026, c'était pas du tout sur ma carte de bingo. Et pourtant, j'y étais. Faut dire, je m'étais complètement résignée, OK? Parce que pour vrai, je sais pas si vous vous rappelez un peu du contexte autour du dernier album de Bad Bunny, là, où... peut-être pas, en fait, parce que c'est genre ma job de faire ça, right? Antoine en studio avec moi aujourd'hui, de mettre les choses un peu en contexte, de faire un petit recap là, pour le public, pour que tout le monde soit à niveau. Je suis comme toujours un peu partagée là, entre mon ancienne carrière de chroniqueuse à Ici Première qui doit tout expliquer, puis la podcasteuse un peu veg qui est comme « Débrouillez-vous! Vous avez Google! » Fait que mettons, là, moi, je sais pas qui vous êtes, à qui je m'adresse. Parlez-moi, cher public. Parlez-moi de vos besoins. Parlez-moi dans les commentaires sur YouTube ou en DM sur Instagram. Vous êtes qui? Pourquoi vous écoutez Bichology? Êtes-vous chronically online et en quête de sens vous aussi? Est-ce que je dois tout vous expliquer? Je veux tout savoir de vous. Dites-moi, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? On s'adapte, on s'ajuste avec Bichology. C'est un peu ça qu'on fait, là. Donc, pour en revenir à mi hombre Bad Bunny... mon petit mari, il a lancé un album intitulé Debí tirar más fotos. J'aurais dû prendre davantage de photos. C'était comme en janvier 2025, donc ça fait plus qu'un an. Ouais. C'était, je pense, son 6e album en carrière, il me semble. Et bon, on s'entend, le Bad Bunny, il a genre 30-31 ans, là, il est super prolifique. Puis tout de suite, son album, il a explosé. Là. Tout as-tu un peu suivi, Antoine, mettons? À part le Super Bowl, OK, parfait. Fait que c'est pour toi, c'est à toi que je m'adresse, OK? Tu sais, ils nous demandent toujours dans les médias, à qui tu parles? Oublie pas de parler, là. Il faut que ta mère, là, de 65 ans, elle comprenne à qui... En tout cas, bref, OK, c'était une parenthèse qui intéresse personne, sinon moi, qui se remémore ses vieux souvenirs de jeunesse. Donc, Bad Bunny, un artiste super prolifique, et cet album-là, il explose. Pourquoi? Parce que c'est une pépite, là, on s'entend, là, c'est un album dansant qui est sorti en plein hiver pour la moitié du globe, avec des solides bangers, et là, je vais pas tous les nommer parce que c'est en espagnol, puis ça va être un accident de char, les prononcer. Puis il y avait comme une espèce de maturité aussi chez Bad Bunny, là, qui fait un peu moins fuckboy sur celui-là, comparé à ses débuts, tu sais. Puis la particularité, là, dont tout le monde parle au sujet de Debí tirar más fotos, c'est le fait que c'est une lettre d'amour à Puerto Rico, en fait. T'sais, cet album-là, c'est une fête, c'est une célébration de tout ce qui fait la beauté d'une île comme Puerto Rico, qui est au carrefour de plusieurs cultures, en fait. Là, on s'entend, là, c'est comme un pays latino avec une forte présence afrodescendante, avec le lien avec les États-Unis aussi. Donc, tu sais, le métissage occupe une place centrale dans cet album, tu sais, un métissage des genres musicaux. Tu sais, on va avoir de la salsa, de la musique urbaine, du reggaeton, du rap, de la pop, un petit peu d'électro. Tu sais, c'est vraiment un album aussi qui faisait le pont entre les générations, là, tu sais, comme entre les jeunes portoricains, tu sais, d'hier, d'aujourd'hui, qui rencontrent ceux d'hier un peu. Donc, c'est vraiment comme une espèce d'hommage aux ancêtres. Puis là, c'est comme vraiment un truc, là, tu sais, comme d'immigrants de deuxième génération un peu, là, tu sais, de rendre hommage, là, aux ancêtres sur les réseaux sociaux, là, tu sais. Fait qu'il y a comme cristallisé ça un peu avec cet album-là, tu sais. Puis c'est aussi comme une façon de dire aux jeunes, tu sais, il y a comme un peu pavé la voie, là, tu sais. Parce que Bad Bunny, quand même, c'est un artiste très, très écouté dans le monde. Fait que, tu sais, un peu tendu la main aux générations qui suivent en leur disant de croire en tous leurs rêves. Et d'ailleurs,
dans le Super Bowl. On l'a vu, là, ce moment-là, quand il remet le Grammy qu'il a gagné pour Debbie Tirard Masse Photo à un enfant, à un petit garçon, là, dans sa mise en scène, que tout le monde a pris pour le petit garçon arrêté par Ice, là. Tu sais, Liam, le petit Liam. Puis là, je suis comme, no, you're racist! C'est pas toutes les personnes brunes qui sont la même personne, là. Comment ça, vous êtes pas capable de différencier les personnes brunes des unes des autres? Anyway, l'album de Bad Bunny, c'est un album aussi qui est super politique, là, avec un discours anticolonial, paging le noyau dur de mes fans sur les réseaux sociaux. C'est pour vous, ce passage-là. Donc, Bad Bunny, là, qui est fier vraiment d'avoir fait voyager sa culture, mais qui s'inquiète un peu de voir comment elle est récupérée par des intérêts étrangers qui essayent un peu de la dénaturer. Il y a comme vraiment une gentrification là, de Puerto Rico qui menace la qualité de vie des gens, des natifs de l'île. Il y a plein de problèmes de corruption, les infrastructures, ça va pas bien. Comme beaucoup de pays des Caraïbes, puis je pense que c'est pour ça que ça a eu une grande résonance, c'est que pour beaucoup d'enfants des diasporas caribéennes, latino-américaines, ça résonne fort, là, fait que il y a toute la corruption, je le disais, l'exode de la jeunesse vers les États-Unis aussi, où ils sont méprisés ensuite par la majorité blanche, le surtourisme aussi à Puerto Rico, il évoque dans cet album-là, ce qui est arrivé à d'autres communautés marginalisées au sein des États-Unis qui sont confrontées aux mêmes enjeux, notamment Hawaï, fait que c'est vraiment un album qui est dense, qui est complexe, mais qui est quand même le fun, fait que c'était vraiment comme, c'est un package, là. Et le spectacle, le spectacle tiré de cet album, oh my God. Guys, j'ai eu chaud durant tout le concert, OK? Bad Bunny, là, il est tellement suave, OK? C'est un crooner, on s'entend, là. J'avais la petite jambe molle, là, tu sais, qui shakeait, là. C'est comme s'il me chuchotait à moi toutes les chansons, là, tu sais. Je le disais, Bad Bunny, c'est un artiste vraiment écouté, le plus écouté sur Spotify, je pense en 2020, 2021, 2022. Et moi, là, je vais le dire très franchement, je ferais pas semblant aujourd'hui, là, je m'intéressais pas à lui. OK? Ça ne m'intéressait pas. OK? Je trouvais pas ça prestigieux. Son look était trop laid. Je vais être honnête, là, je ne comprenais pas le hype derrière Bad Bunny. Ça me semblait... Tu sais, le reggaeton, quand t'es pas familier aussi avec, là, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme un peu intimidant, là. Puis je trouvais que son look... Le gars, il avait juste l'air de vendre des vapoteuses, OK? Tu sais, comme... T'es-tu en train de t'étouffer, Antoine? Non, mais tu sais, les gars dans les vape shops, il avait l'air de ça! Puis là, du jour au lendemain, il est devenu une espèce de prince de Disney portoricain, OK, qui a l'air de sentir le labo Santal numéro 33, OK? Et celles qui savent exactement de quoi je parle. Il y a eu comme un glow-up out of nowhere. Il a tout changé. Ses dents, tu sais, clairement, il y a des facettes. Son menton aussi, tu sais, bon, sa pilosité a poussé, là. Ses cheveux également, il a changé la coupe. Puis il y a juste comme un look, en général, un petit peu plus raffiné. Pour les petites madames comme moi, c'est parfait, là. Et je pense que c'est ça aussi qui lui a permis de dater Kendall Jenner. Puis c'est ça, je pense que ça a comme cimenté son statut. Puis là, il a commencé à s'intéresser beaucoup plus, je crois, à la haute couture. Puis toute son aura a genre changé, là. Fait que, tu sais, bon, en tout cas, bref, quand il est arrivé sur scène avec son petit kit, là, j'ai compris pourquoi les femmes, tu sais, dans les romans à l'eau de rose, un peu... Ben, on parlait de Jane Austen avant d'entrer en ondes, Antoine, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, juste les femmes au, je sais pas, 19e siècle, tu sais, qui s'évanouissent, qui poussent des soupirs, tu sais, qui meurent, qui se consument de l'intérieur de désir, tu sais. Honnêtement, j'aurais pu comme tousser du sang dans un petit mouchoir de dentelle, comme genre... Satine dans... Comment ça s'appelle? Moulin Rouge! Ou Fantine dans Les Misérables. Peu importe, là. Tu sais, comme tu vois, la tragédie qui se déployait, genre, parce que j'étais comme... Oh, cet homme, Bad Bunny, là. Pour vrai, honnêtement, là, j'ai parlé de Maluma, que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai un thing pour les latino-américains, parce que, pour vrai, Bad Bunny, je le laisserais me plier comme une feuille de pâte philo, là. Tu sais, comme butter me up comme un baklava, señor! Por favor! Je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est légal, si j'ai le droit de dire ça, mais c'est pas grave, OK? Et tu sais, je parlais d'objectification, mais même dans mes fantasmes, c'est moi l'objet, fait que ça marche pas du tout. Ça marche pas pantoute. C'est moi qui boite dans mes fantasmes, pas Bad Bunny, obvious. À moins que je sois adepte de pegging. Tu penses-tu? T'as-tu déjà essayé ça? Oh! T'es sûr, Antoine? Ta tête, elle a bougé. En tout cas, c'était pas... T'as hoché la tête, mais t'as dit non. En tout cas, ouais. C'est ça. Fait que là, on est rendu à pegger Bad Bunny. Je sais pas si c'est la tournure que je voulais.
que cet épisode prenne. Je pense qu'on a tout dit. Excellent spectacle. Donc, à Lisbonne, il y avait un band. Il a chanté live tout le long. C'était l'énergie dans la foule, c'était incroyable. Il semblait ému d'être là. En tout cas, il semblait sincère. Peut-être qu'il jouait, mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était mon saut du requin d'aujourd'hui, là, parler de pegging et de Bad Bunny dans la même phrase. Au secours! Parce que moi, j'ai jamais fait ça, puis là, ça devient comme trop juicy, là. Ça devrait être derrière un paywall, toute cette conversation-là. C'est pas vrai que je vais commencer à vous parler de mes fantasmes gratuitement, là. C'est pas comme ça que je vais me construire une fortune qui rivalise avec celle de Lisanne Nadeau. La reine des balados de sexe. Là. Fait qu'on ira pas là, qu'on va juste poursuivre l'épisode, OK? Nueva York! Donc, tiré de Bad Bunny, mais c'est aussi le cue cette semaine pour dire Jingle! De retour à l'animation en solo cette semaine, la belle affaire, toi. J'espère que vous avez apprécié les épisodes précédents sur le Kaya Asylum et la façon dont les pop stars manipulent les palmarès pour se maintenir au sommet. Tout ça devrait vous aider à affronter la vague, à passer au travers de l'été qui s'en vient avec un major rollout d'albums de vedettes féminines. On a Madonna, donc la reine-mère, qui s'en vient avec Confession 2, la suite de son album Disco, sorti quand j'étais en secondaire 4. Je dis ça comme référence, comme si les gens savaient c'était quand, c'est comme... c'est pas grave. Vous savez comment j'aime Madonna, on en a beaucoup parlé avec Thomas, donc c'est la reine-mère, j'insiste là-dessus, parce que moi, j'aime beaucoup comment Madonna ne s'est jamais sentie menacée par la relève. Hein. C'est-à-dire que, bon... Madonna, on le sait, elle a un ego démesuré, elle a constamment besoin d'attention. Et si vous voulez entendre quelqu'un qui a les opinions les plus tranchées sur Madonna, allez suivre Trana Wintour sur les réseaux sociaux. Elle me fait mourir. Madonna l'a bloqué de ses réseaux sociaux. C'est à ce point une relation tendue, OK? Donc, Madonna qui a constamment besoin d'attention, je disais, parce que, bon, il suffit d'aller faire un tour sur son Instagram là, pour le voir. C'est c'est comme... un triste mélange de tic de boomer, là, avec des selfies vraiment trop proches de sa face en plongée ou en contre-plongée. Ou encore des photos où elle est dans des positions vraiment bizarres, où elle a comme les jambes écartées, ou je sais pas trop quoi. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que tu fais, Madge? Pourquoi? Tout ce qu'on voit sur les photos, c'est son horrible BBL. Est-ce que tu sais c'est quoi un BBL, Antoine? Théoriquement, OK. Parce que des fois, c'est ça, des fois, les gens sont comme, BBL, tu sais, parce que moi, j'écoute des vidéos de BBL avant de me coucher, moi, j'adore ça. Un BBL, dans le fond, c'est comme, c'est de la chirurgie esthétique, c'est transférer du gras, généralement du ventre, donc tu fais comme une espèce de liposuction du ventre et tu le réinjectes dans les fesses pour qu'elle soit plus bombée, plus fournie, plus imposante, plus rebondie. Tu sais, fait que Madonna a fait ça, comme beaucoup de célébrités au cours des dernières années. Là, on pense évidemment là, au clan Kardashian, là, qui sont les reines du BBL, mais aussi, on le voit là, chez les rappeurs, chez les rappeuses également. Donc, c'est super populaire comme chirurgie. C'est une des chirurgies les plus populaires sur la planète. Là, dans les dernières années, là, qu'on était vraiment redevenu à une espèce je veux pas dire équilibre des corps, mais où est-ce qu'on vantait la diversité corporelle, puis tout d'un coup, c'était rendu cool d'avoir des courbes, tu sais. Fait que là, les femmes, en particulier les femmes blanches, se sont jetées là-dessus, sur cette opération-là, qui, pour vrai, est une opération extrêmement dangereuse qu'on a vraiment banalisée, là, en fait. Là. Les BBL, ça peut vraiment mal virer, là, parce que, je veux dire, on te charcute, là, en avant comme en arrière, là. Puis il peut y avoir du rejet, tu sais, donc c'est pas... tu sais, la convalescence, elle est longue, là, tu sais, fait que dépendamment d'où tu vas, puis souvent, on le sait très bien comment ça marche, la chirurgie esthétique. En tout cas, moi, je le sais parce que j'écoute des vidéos, genre, de gens qui se font charcuter sur des tables d'opération pour m'endormir le soir. Tout va bien. Personne saine et équilibrée. Mais plus sérieusement, tu sais, c'est que souvent, ça coûte cher en Occident. La chirurgie esthétique, c'est fait par des médecins, tu sais, enregistrés, puis c'est une business en général, on s'entend, la chirurgie esthétique, mais souvent, les gens, ils n'ont pas les moyens de leur ambition, puis ils veulent ressembler à des vedettes qui engrangent des millions de dollars par année. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont faire les opérations à bas prix.
dans des tiers pays, donc par exemple en Turquie, en République dominicaine, en Colombie. Puis des fois, ben, les standards sont pas toujours les mêmes. Tu sais, c'est pas les... Tu te demandes, tu sais, la formation là, pour opérer, tu l'as-tu eu dans une boîte de Cracker Jack ou tu sais... Fait que ça donne des résultats là, qui varient énormément d'une personne à l'autre et c'est pour ça que le BBL, c'est une des chirurgies où le taux de mortalité est le plus élevé, en fait. Les gens meurent carrément sur les tables d'opération. Donc, Madonna, elle a clairement fait ça. Donc, elle a clairement fait un Brazilian butt lift. Antoine vient de me rappeler que j'ai pas... m'a fait un signe pour me dire que j'avais pas dit c'était quoi l'acronyme. Donc, Brazilian butt lift. Puis ça paraît, tu sais, parce que je veux dire, son corps, en ce moment, c'est comme un autobus articulé de la STM, OK? Tu sais, quand ça tourne, comme le devant de l'autobus, il est de même, puis le derrière, il est comme ça. Mais le corps de Madonna, c'est de même. Quand elle est de ce bord-là sur la scène, son cul, il est ici. Ça marche pas du tout. Puis on le sait, elle a comme contracté à un moment donné, il y a quelques années, une espèce de bactérie, genre super... Elle a failli mourir, là, il y a comme 2-3 ans, Madonna, mais c'est clairement des séquelles d'opérations qui ont mal viré, là. C'est insane de risquer sa vie de cette façon-là. Donc, les BBL, je vous le dis, là, c'est la pire invention, croyez-moi, sur parole. Moi, j'ai des gros sous-founes, OK? Je suis une femme noire. J'ai des gros sous-founes, bombés. Hashtag Black Excellence, OK? Mais c'est une malédiction, OK? Impossible pour moi de porter des jeans ajustés sans avoir un camel toe. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites là, à la grosseur de la taille qu'on peut avoir sans avoir du lousse au niveau des jambes. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est juste tout comprimé en haut. J'ai un camel toe. Je m'en vais au Uniqlo une fois avec leurs petits pantalons étroits. J'ai le goût de me gonner à chaque fois que j'y vais. Donc, super dangereux, les BBL. C'est ce qu'il faut retenir. Don't do that, white women. You're fine just the way you are. OK? Puis on le sait, de toute façon, la mode de l'extrême maigreur revient. Les vedettes sont rendues à enlever leur BBL, de toute façon. C'est ça, c'est des trends. Comme la rappeuse Cardi B, elle a dit, moi, là, mon BBL, je vais l'enlever, là, ça n'a plus d'allure. Puis c'est vrai, là, ça a l'air souffrant. Et d'ailleurs, parlant de rappeuses avec des BBL, Drake, un BBL? Oui! Là, savais-tu? C'est insane. C'est sorti durant le beef avec Kendrick Lamar, OK? Il y a comme des rappeurs qui ont call out Drake, qui ont commencé à l'appeler BBL Drizzy. Moi, je savais même pas que les hommes faisaient des BBL, en fait. Puis quand tu regardes les abdos de Drake, ça va pas du tout, là. C'est clairement des abdos faits en laboratoire, là. C'est pas fait au gym, là. Il a triché! C'est insane. Mais là, OK, j'ai comme tout googlé, j'ai tout cherché, j'ai fait mes recherches, et là, j'ai trouvé son chirurgien plastique, qui est un homme basé à Toronto. Donc, je le suis sur Instagram, alors originaire de Toronto, tout comme Drake. Et là, depuis que je le suis, ben, j'ai un nouvel objectif de vie. 60 000 $! J'ai besoin de 60 000 $, OK? Fuck le cash down pour une maison. Je veux pas avoir à réparer un toit dans 10 ans, de toute façon, OK? Je veux 60 000 $ pour l'investir sur mon corps, pour avoir une shape de sablier, OK? Puis là, je sais que j'ai dit que c'était dangereux. Là, on était en train de parler de Madonna, là, pas de moi. Là. Moi, je suis dans la fleur de l'âge. Je vais pas mourir sur une table d'opération, là. Madonna, donc... J'aimerais ça qu'elle le dise, en fait, qu'elle a eu un BBL. Ben, en fait, je disais que Cardi B, ça a l'air souffrant, mais Madonna aussi, là, elle a de la misère à marcher. Ça fait quelques années, on le sait, elle a une canne. Elle a parlé d'accident de la hanche, parce que, bon, c'est une grande danseuse, Madonna, et tout. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, ça rouille un petit peu. Tu sais, t'as pas les genoux en santé. Les hanches, on le sait, pour les femmes. L'ostéoporose, tout ça. L'ostéoporose, tout ça, on le sait. Mais moi, je pense qu'il y a un peu de BBL là-dedans. Et je pense pas que Madonna, elle a un transfert de graisse. Je pense qu'elle a vraiment comme des espèces d'implants en plus. En tout cas, je trouve ça juste dommage parce que ça a l'air difficile pour elle. Ça a l'air de faire mal, tu sais. Puis elle pourrait juste le dire. Puis moi, j'aime ça quand les célébrités sont franchement... Je suis pas anti-chirurgie esthétique, là. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur corps. La médecine, elle a évolué pour qu'on se sente bien aussi, genre, dans notre corps. Puis moi, je suis comme... Pourquoi le cacher de toute façon? Je sais pas si tu as vu passer Rosie O'Donnell, l'animatrice... de talk show américain, grande ennemie de Donald Trump, première lesbienne des Amériques. Moi, je me rappelle parce qu'avant Ellen DeGeneres, tout le monde savait que c'était Rosie O'Donnell, la chummy lesbienne de ta mère à 4 heures de l'après-midi, là, qui reçoit des vedettes sur son plateau. Là. Elle a eu un facelift récemment, donc moitié de facelift, là, c'est comme dans le bas du visage. Puis elle l'a dit, elle en a parlé. Puis elle était sur un tapis rouge il y a quelques jours, puis elle était comme « Yo, c'est la première fois en 25 ans qu'il y a des paparazzis qui m'attendent à l'aéroport. »
Parce qu'ils voulaient tout voir mon facelift. Puis oui, c'est iconique, il est bien fait, le sien, il est réussi. Fait que pourquoi pas? Pourquoi ne... Tu sais, elle a le droit de le faire, puis elle a le droit d'en parler, tu sais. Puis l'affaire, c'est la transparence, tu sais, comme... C'est juste de savoir les interventions que les vedettes ont reçues, ça permet juste au reste de la population d'avoir des attentes plus réalistes par rapport comme à leur propre apparence. Parce que t'es comme, ah ben, c'est pas qu'elle mange mieux, c'est pas qu'elle fait plus attention à elle, c'est pas une question de discipline, c'est une question de moyens financiers. C'est tout. C'est juste ça. You're not ugly, you're just poor. OK? C'est réglé. Bon! Donc, je parlais de Madonna. Pourquoi déjà? Pour dire que... Ah oui, qu'elle fait partie, là. Donc, cet été, beaucoup de sorties d'albums, Madonna. Il y a Gracie Abrams aussi, héritière de Taylor Swift, sans le charisme, malheureusement. Également Suki Waterhouse, que j'ai déjà bitché dans ce balado. x2, alerte au snooze fest dans les deux cas. Donc, Suki Waterhouse, qui est la blonde de Robert Pattinson. Tyla aussi va sortir un album, chanteuse sud-africaine qui chante Put in Chanel, put me in Chanel. Non? You say you love me. Non? OK. Moi, j'adore Tyla, puis j'aimerais ça que la communauté afro-américaine arrête de la bouder. OK, cette fille-là arrête pas de sortir des singles incroyables, des bops. Puis la boude, parce que dans une entrevue, elle était comme « Ah, je me considère pas noire, je suis une colored person, genre. » Parce qu'elle vient de l'Afrique du Sud, où la classification raciale, entre guillemets, est complètement différente de celle des États-Unis, là, tu sais, je veux dire, colored people en Afrique du Sud, c'est genre... Tu sais, en Afrique du Sud, il y a pas juste des Noirs et des Blancs, tu sais, il y a comme une grosse population indienne aussi, tu sais, des immigrants syriens, libanais, etc., puis tu sais, c'est comme du métissage sur plein de générations. Fait que, tu sais, elle est comme, ben, je suis pas noire. Dans mon pays, je suis pas considérée noire, tu sais, puis comme elle essaye de percer aux États-Unis, ben, les Afro-Américains l'ont perçu comme un affront. Parce que ça, il faut en parler, tu sais. On aime bien, ici au Canada notamment, tu sais, puis dans les communautés woke, se référer au struggle des Afro-Américains, mais il faut pas oublier que les Afro-Américains, même s'ils ont souffert, ça reste des Américains. Puis ils vont avoir une vision impérialiste du reste de la planète, pareil, tu sais. Ils n'ont pas tous développé une conscience anticoloniale en dehors des États-Unis, là. Fait que des fois, tu vois, là, des Afro-Américains dire les pires affaires en ligne parce qu'ils ont l'impression que les États-Unis, c'est le nombril du monde. Tu sais, ils ont grandi dans cette culture-là. Fait que c'est comme, nous sommes les Noirs, nous sommes porteurs d'une histoire douloureuse. Puis t'es comme, l'esclavage a existé dans d'autres pays qu'aux États-Unis. Et vous intéressez-vous des fois à cette histoire-là? Puis tu te rends compte que non, pas tout le temps. C'est fait que d'où l'importance de développer nos propres récits hein, dans nos pays respectifs, qu'on soit en France, qu'on soit au UK, qu'on soit au Canada, de s'intéresser à l'histoire des Noirs puis des minorités en fonction de notre réalité et pas juste de toujours se référer aux Américains puis aux Afro-Américains parce que c'est pas du tout la même chose, là, tu sais. Mais c'est pas que c'est pas du tout la même chose, je veux dire, les mécanismes sont les mêmes, tu sais, je veux dire, à un moment donné, le colonialisme, l'esclavage, le racisme systémique, etc., mais comme il y a des particularités, puis c'est ça, les Afro-Américains sont aussi des Américains, puis des fois, ben ça vient avec une bonne couche d'impérialisme, puis d'espèce de supériorité, là, tu sais, comme, en tout cas, bref, de la prétention. C'est ça. Fait que c'est dur pour les artistes, les outsiders, de percer aux États-Unis. C'est Rihanna, c'est comme un success story. Tu sais, la fille des Barbades, là, qu'elle ait réussi à s'imposer de cette façon-là aux États-Unis. Nicki Minaj, même affaire. Tu sais, je pense qu'elle vient Trinité et Tobago, genre, un pays comme ça, là, dans les Caraïbes. Tu sais, c'est des bons success stories. Elles ne sont pas afro-américaines, elles sont noires. Tu sais, c'est pas la même chose. Souvent aussi, on mélange, là, on utilise ces mots-là, là, afro-américain. Afro-américain n'est pas tous les noirs. Afro-américain, c'est ceux qui sont les descendants d'esclaves aux États-Unis. En tout cas, une longue parenthèse pour dire que j'aime vraiment Tyla, son œuvre, puis j'espère qu'elle est la digne successeur de Rihanna, puis j'aimerais ça qu'elle soit accueillie comme telle par la communauté afro-américaine aux États-Unis. Voilà, donc ça, parmi les sorties d'albums, on a qui d'autre? Ben, on a Olivia Rodrigo, au cours des derniers jours, qui a sorti un excellent album. Cette fille-là est tellement talentueuse, mon Dieu. Elle n'a pas beaucoup de personnalité, mais tu sais, je pense que ça se construit. T'sais, elle est encore jeune, elle est plus réservée, elle est moins tape à l'œil que les pop stars qui l'ont précédée. Puis je pense qu'elle va finir par se construire un personnage médiatique qui va sortir de l'ombre de Taylor Swift, là, parce qu'à un moment donné, dès que t'es une belle jeune fille à la guitare, tout le monde te ramène tout le temps à Taylor Swift puis à ses premières années, tu sais. Puis on sait qu'il y a eu comme une espèce de rivalité entre les deux, parce que, tu
sais, Taylor Swift, elle en parle dans ses chansons, qu'elle est consciente que l'industrie cherche la prochaine. Puis c'est souvent ça quand t'es une femme, là. Tu sais, c'est comme on attend la prochaine. Qui va être ton héritière? J'utilise beaucoup ce terme-là depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment une quête de l'industrie, tu sais. Dès que les pop stars rentrent dans la trentaine, on les associe tout de suite au mariage, à la famille, puis là, on cherche la prochaine. C'est qui la jeune vingtenaire? C'est qui la fille, la jeune coqueluche de 16 ans là, qui va pouvoir renflouer les coffres pour une autre décennie? Fait que, tu sais, Taylor Swift, elle a senti ce shift-là quand Olivia Rodrigo est arrivée. Puis il y a comme des tensions entre les deux. Puis c'est triste parce que Olivia Rodrigo était très, très fan de Taylor Swift en grandissant, mais elle a bien compris que... c'est ça, tu sais. Fait que c'est pas facile de céder sa couronne. Et c'est pour ça que je trouve que Madonna, elle est hot. Parce que Madonna, elle la voit arriver, cette vague-là. Puis, tu sais, dans les années 2000, elle avait couronné Britney Spears puis Christina Aguilera, mais surtout Britney Spears, on s'entend. On se rappelle de ce fameux French échangé là, devant les MTV Music Video Awards, je pense, si je me trompe pas, tu sais. Puis, bon, elle avait aussi Frenché Christina Aguilera, mais c'était comme plus impressionnant le French de Britney, puis c'est ça qui a fait comme le tour du monde, là. Le front page dans tous les magazines. Puis là, récemment, Madonna, elle a couronné Sabrina Carpenter durant Coachella, tu sais. Elle a fait un set avec elle a chanté Like a Prayer. Elle vient de sortir, Madonna, un mini-film pour accompagner Confession 2, son album à sortir, et Sabrina Carpenter est dedans. Donc, tu sais, il y a vraiment cette volonté-là de paver la voie pour les prochaines. Elle se sent pas menacée, because, bitch, she's Madonna. C'est une toune qu'elle a, tu sais. Bitch, I'm Madonna. She knows. Tu sais, quelqu'un qui est pas inquiet, quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui a confiance, malgré tous ses défauts, là, malgré ses quelques insécurités qui sont le lot de tout le monde, là, je veux dire, on a tous nos insécurités, Madonna knows who the fuck she is. Puis elle se sent pas menacée par les autres femmes. Donc ça, à célébrer. Donc je disais que Olivia Rodrigo donc, a sorti un album. On a eu The Strokes aussi, je fais une petite parenthèse. C'est pas des artistes féminines, mais on aime bien les Strokes quand même. Alors on les salue. D'ailleurs, Julian Casablanca au secours. Là, toute l'histoire avec son père qui est comme un directeur de casting d'agence de mode, de mannequin, qui était proche de Jeffrey Epstein, là. Ça va pas du tout. Et si vous écoutez des chansons de The Strokes, clairement, il fait référence à la pédophilie, puis à tout ce boys club-là dans l'industrie de la mode. Il y a un décryptage à faire des tunes de Julian Casablancas et The Strokes, parce que, pour vrai, c'est triste. J'en parlerai même pas. Je suis émotive parce que je lisais les chansons, je lisais les paroles, je regardais les titres, les images que ça évoquait, puis j'étais comme, OK, cet homme est en détresse et nous envoie des messages dans ses chansons depuis, genre, 20 ans. Puis on s'en est pas rendu compte. Anyway, parenthèse que je referme parce que c'est un autre sujet, puis on ira là quand on ira là. Qui d'autre qui a sorti un album? Il y a Lizzo. Lizzo aussi, elle a sorti un album là, au cours des dernières semaines. Et là, bon... Est-ce que c'est un bon album? Écoutez, je me sens mal. Je me sens mal pour Lizzo. C'est pas un mauvais album. C'est juste... C'est un album qui aurait pu voir le jour en 2019. J'ai de la peine pour Lizzo qui arrête pas de flopper, en quelque sorte. Bon, je sais que dans le cas de Lizzo, évidemment, il y a eu toute cette controverse-là liée... à des allégations de mauvais traitement de ses danseuses là, sur sa tournée, sa dernière grande tournée mondiale. Il y a eu des allégations de harcèlement sexuel, ce qui est quand même grave, là, c'est comme majeur. Puis comme, tu sais, Lizzo, elle s'est comme semi-défendue, tu sais, il y a des trucs qui ont été réglés hors cours à l'amiable, on sait pas trop, tu sais, on a perdu le fil, mais juste le fait que ces accusations-là soient portées contre une icône comme Lizzo, qui a tellement incarné, je sais pas, tu sais, je pense qu'elle a vraiment comme cristallisé l'espoir, puis l'espèce de culture progressiste des millénarios dans les années 2010, tu sais. Tu sais, Lizzo, on s'entend, là, c'est une femme noire, grosse, loud, qui revendique sa sexualité, qui aime se poser en bikini sur ses réseaux sociaux, qui était très dans sa musique. Tu sais, c'est juste de la joie. Tu sais, c'était juste...
il y avait quelque chose de l'espèce de candeur, de la naïveté millénariale, de notre optimisme radical, où on croyait sincèrement que le monde évoluait pour le mieux, tu sais. On était encore là-dedans, tu sais, puis je pense que Lizzo, c'est vraiment un Polaroid sur l'époque, en fait, tu sais, sa carrière, tu sais, c'était vraiment, c'est ça, c'était juste de la joie diffuse, le sentiment que tout allait bien aller tout le temps, malgré une pandémie, puis qu'on pouvait vaincre l'adversité juste en souriant, tu sais, juste en répandant la joie autour de nous. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de bonheur ostentatoire, une candeur, une liberté, une insouciance, une effervescence. She's Black Girl Magic, Carefree Black Girl. Tu sais, c'était vraiment... C'est de l'empowerment qu'elle nous vendait aussi, Lizzo. Tu sais, c'est tellement... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont relate à son message, un peu comme des gens ont pu relate à celui de Lady Gaga à une certaine époque pour les communautés queer, mais tu sais, Lizzo, ce qu'elle a fait pour la diversité corporelle, c'est majeur, tu sais. Et pourtant, au pic de sa carrière, elle a jamais cessé d'être une cible. Tu sais, même quand elle était super populaire, même quand sa musique cartonnait, puis qu'elle faisait juste répandre de la joie autour d'elle en jouant de la flûte traversière, parce que, tu sais, elle joue de la flûte traversière, elle joue de la flûte classique, mais ça suffisait à trigger du monde. Tu sais, il y avait tout le temps des commentaires haineux, tu sais, de gens triggered par tout ce qu'elle représentait, parce que, justement, c'est une femme noire, grosse, qui prend sa place, qui est revendicatrice, qui est bien dans sa peau, qui parle fort, qui rit, qui essaye pas de s'effacer, de se cacher, de cacher son corps, de disparaître. Au contraire, tu sais, elle existait de manière ostentatoire sans s'excuser. Puis ça, pour beaucoup de gens, aux États-Unis notamment, c'est devenu le synonyme de tout ce qui va mal avec la culture woke, entre guillemets, du wokisme, en fait. Tu sais, pour eux, c'était comme le symbole par excellence du dérapage du wokisme parce qu'on faisait la promotion de l'obésité ou la promotion d'un comportement dévergondé sur les réseaux sociaux parce que c'est une femme noire qui secoue les fesses dans un micro-maillot de bain, tu sais. Fait que les gens la détestaient, tu sais. Elle avait une armée de fans, oui, mais elle avait aussi énormément de gens qui la détestaient et on le voyait dans les commentaires sur les réseaux sociaux dès qu'elle faisait une publication. Ces publications étaient prises d'assaut par des haters. Ça n'a jamais arrêté. Comme je vous dis, au pic de sa popularité, tu voyais là, des déluges de commentaires haineux. Puis la beauté, en fait, c'est que son armée de fans, justement, répondait, démontait ces gens-là, démontait les arguments, les confrontait. Fait que, tu sais, on avait l'impression qu'elle pouvait garder ce momentum-là parce qu'elle représentait tellement plus gros qu'elle, tu sais, qu'il y avait des gens qui se portaient à sa défense. Puis finalement, quand ces accusations-là sont tombées, ben là, son noyau dur de fans, tu sais, les woke, en quelque sorte, ils l'ont déserté, là. Ils l'ont déserté. Puis elle a tenté, tu sais, comme... Elle s'est retrouvée engluée dans cette espèce de controverse-là, tu sais, avec des accusations vraiment scabreuses. Là, je me rappelle, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Et moi, j'aime... Il y a un gars qui fait de l'analyse sur les réseaux sociaux, Pop Sam Cam, que j'aime beaucoup, qui est un Britannique qui fait souvent comme de la critique d'albums. Il a fait une critique sur le dernier album de Lizzo, puis il est comme... Est-ce que c'est un mauvais album? Est-ce que c'est un bon album? Non. Mais est-ce que c'est un mauvais album? Non plus. C'est pas un... Tu sais, c'est un album juste correct. Puis l'affaire avec Lizzo, c'est que tout le monde attendait sa chute, tu sais. Les gens, ils l'ont vu quand elle était à terre, puis en ont profité pour varger sur elle, tu sais. Les gens étaient prêts, they turned on her très rapidement. Ils attendaient... Tu sais, c'est comme s'il y a une partie de l'Internet qui attendait le faux pas pour la faire tomber de son piédestal. T'sais, pour faire tomber sa statue, pour abattre l'idole en quelque sorte, parce qu'il y a des gens qui ont juste jamais accepté son existence, sa présence dans le paysage médiatique. Fait que quand cette controverse-là est arrivée, ça a été le prétexte idéal pour déchaîner un torrent de haine contre elle. Et là, je vous dis tout ça, je suis pas là pour minimiser des accusations de harcèlement sexuel ou de harcèlement psychologique, de mauvais traitement là, sur des employés. Non, non. Ce que je dis, par contre, c'est qu'à Hollywood,
Quand on pense à la culture hollywoodienne, est-ce que Lizzo est le pire tyran? Non. On sait qu'il y a des gens nettement pires qu'elle dans l'industrie et notamment beaucoup d'hommes dont la carrière va très bien encore à ce jour. C'est ça le problème. C'est l'espèce de deux poids, deux mesures. T'sais. Lizzo, elle a vraiment été le cancel de chez cancel. Puis encore une fois, je n'excuse pas les gestes posés. Je ne cherche pas à les minimiser, pas plus que je cherche à les ligner. Je veux dire, je trouve pas que Lizzo, elle a bien géré cette controverse-là. Je trouve qu'elle a tenté trop rapidement... Ben, elle a parlé de chasse aux sorcières d'abord, puis elle a tenté trop rapidement sa propre réhabilitation sans laisser le temps au public de juger quand ça serait le bon moment pour elle de revenir, t'sais. C'est ça qui marche comme pas. Elle était tellement pressée de revenir parce qu'elle est convaincue qu'elle est une victime. Moi, je sais pas, j'ai pas les faits entre les mains, j'ai pas parlé aux danseurs, j'ai pas parlé à ses employés, je le sais pas qui dit vrai. Mon réflexe, c'est de croire les victimes, mais évidemment, on se dit que parfois, dans des histoires comme ça, tu sais, la vérité est quelque part entre les deux, tu sais. Est-ce que Lizzo, elle a pu abuser de son pouvoir? J'en suis persuadée, comme n'importe quelle vedette qui commence puis qui se hisse au sommet très rapidement. Ça se fait pas... Hollywood, c'est Coco Bongo, là. C'est sûr, c'est trash, là. C'est sûr que ça se fait pas sans heurts. C'est sûr que ça se fait pas sans dommage collatéral, tu sais. Puis je devrais pas dire ça, c'est terrible de dire ça, mais je veux dire, la culture hollywoodienne en est une de débordement, de dérapage. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose de off chez Lizzo, comme il y a quelque chose de off chez toutes les célébrités là, qu'on vénère, OK? Il y en a pas une qui est saine, là. Il y en a pas une. Parce que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport comment on traite ces gens-là, comment on les élève, comment on les met sur les pieds. Ça monte à la tête, le succès, tu sais. Je suis consciente que Lizzo est peut-être problématique dans ses cercles personnels, dans son petit cercle restreint professionnel. Je la défends pas, mais tu sais, je me pose beaucoup de questions sur la façon dont elle a été traitée par l'Internet à la suite de ce dossier-là explosif. C'est comme si elle n'avait pas eu le droit de s'expliquer, en fait. Puis c'est comme si elle n'a pas le droit à une deuxième chance non plus, tu sais. Mais comme on dit, hein, qui vit par le like périra par le like. Qui a dit ça? Simon Jaudoin, genre? Yash! Voir que j'ai cité Simon Jaudoin. Oh là là. Oh là 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 là. Bref. Quoi d'autre dans l'actualité? Il y a la fin d'Euphoria. Ah là là, Euphoria. J'ai écrit un texte pour Urbania sur Euphoria parce que à ce jour, je sais pas quoi penser de cette série-là. Je sais pas, toi Antoine, fan? T'as pas écouté Euphoria? Oh my God, OK. Je sais pas. Dans mon texte, je présente un peu Euphoria comme peut-être la dernière série fédératrice, dernière fiction, devrais-je dire, fédératrice des années 2020. Encore une fois, je trouve qu'on est dans un phénomène social qui a vraiment l'air de cristalliser les années 2010, une espèce de grande période d'optimisme, puis le point de rupture avec la première élection de Donald Trump, tu sais. Où là, on se rend compte que ça va pas du tout, qu'on se dirige droit vers une catastrophe, à plusieurs égards, une catastrophe environnementale d'abord, toujours, parce qu'on n'en parle pas assez, une catastrophe économique, une catastrophe politique, une catastrophe sociale, tu sais. Je trouve que Euphoria, c'est ça, c'est l'Amérique de Donald Trump. Une Amérique où tu as une espèce de jeunesse en quête de sens, un peu désœuvrée par moments, qui est guettée par toutes les tentations, tu sais, le sexe, la drogue, le rock'n'roll, tu sais, dans une ère où tout le monde veut devenir influenceur, puis tout le monde veut être hot. J'ai vu une entrevue de Laikili, la chanteuse suédoise, je prononce mal son nom, c'est sûr, mais qui disait, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, les chanteurs, ils voulaient devenir des poètes. Aujourd'hui, les chanteurs, ils veulent être hot. Tout le monde veut être chaud comme la braise. Il y a personne qui veut faire de la poésie, tu sais. Puis c'est vrai quand même, en quelque sorte, quand tu regardes la façon dont sont façonnés les pop stars, là, des fois, là, ou même, tu sais, les acteurs, la façon dont on se met en scène, tu sais, c'est comme... Dans une grande période de narcissisme collectif, et je m'inclus là-dedans, évidemment, bien sûr, n'en doutez point. Mais oui, tu sais, Euphoria, j'ai toujours eu un peu de misère avec cette série-là parce que visuellement, incroyable.
esthétiquement parlant, c'est une réussite, cette série-là. Mais là, on apprend que toute l'esthétique, finalement, c'est même pas le travail du créateur de la série qui s'appelle Sam Levinson, mais bien celui d'une femme de l'ombre qui s'appelle Petra Collins. Petra Collins, qui est une photographe canadienne qui s'est fait beaucoup connaître dans les années 2010 parce qu'elle mettait en scène la féminité à cheval entre une féminité assumée puis quelque chose de très girly, de très enfantin, de très rose bonbon. C'est une artiste qui a collaboré notamment avec Carly Rae Jepsen, la fille derrière le hit Call Me Maybe. Elle a collaboré avec Tavi Gevinson aussi, qui est la blogueuse derrière le magazine en ligne Rookie, que moi j'adorais dans les années 2010, qui est un magazine en fait d'ado par une ado, une vraie de vraie ado. Puis ce qui était hot avec Rookie, c'est qu'on parlait... C'était comme le Vogue des ados, genre. Tu sais, c'était avant que Vogue, Teen Vogue devienne woke, là. Mais t'avais Tavi Gevinson, tu sais. Puis c'était un magazine de mode en ligne, très artisanal, très brouillon, mais avec une esthétique très Tumblr, propre aux années 2010. Fait que, tu sais, très whimsy, très manic pixie dream girl. Mais aussi, c'est un magazine conçu pour respecter l'intelligence des jeunes filles. Parce que très souvent, dans les magazines féminins, tu sais, puis là, bon, évidemment, on a eu le Cool au Québec, le Filles d'aujourd'hui, mais aux États-Unis, ils avaient le Seventeen, par exemple. C'était des magazines très axés sur peut-être des choses un peu plus superficielles, le paraître, plaire aux garçons, nous vendre des cossins, en fait. On nous voyait beaucoup à travers ces magazines-là comme des consommatrices, alors que Tavi Gevinson nous voyait beaucoup comme des lectrices, comme des citoyennes à part entière. Donc, c'est un magazine où on trouvait des belles choses. T'sais, moi, j'adore les beaux objets, la mode, tout ça, mais le maquillage, j'adore ça, mais elle donnait une dimension intellectuelle à ces sujets-là. Puis Petra Collins, qui a travaillé avec elle, c'est dans cette même dimension-là. C'est redonner les lettres de noblesse à la culture girly pop. Donc, un peu ce qu'on fait aussi avec Beachology, là, puis je le dis dans mon texte, sans Petra Collins, sans Tavi Gevinson, puis Rookie, on n'a pas de Beachology, là, je veux dire, ça s'inscrit direct dans cette lignée-là, de parler de culture pop, puis d'enjeux, de sujets peut-être considérés comme plus légers ou plus superficiels, mais avec une dimension intellectuelle en respectant l'intelligence des lectrices. Fait que, tu sais, Petra Collins, qui a développé donc toute l'esthétique autour de Euphoria, elle a carrément été... Ils ont été la chercher. HBO, Sam Levinson, qui a adapté Euphoria, parce que Euphoria, ce n'est pas une œuvre originale. Euphoria, c'est une adaptation d'une série israélienne qui a floppé au début des années 2010. Et Sam Levinson, il a vu ça, il l'a récupéré, il l'a adapté au marché américain, il a injecté un peu de son histoire personnelle aussi là-dedans pour en faire un produit original. Mais à la base, c'est une adaptation. Donc, il a dit... Apparemment, la rumeur veut qu'il a approché Petra Collins en lui disant... J'ai écrit une série basée sur tes photos, basée sur ton esthétique. Donc, il l'a embauchée avec la promesse qu'elle allait réaliser des épisodes. Puis, il l'a sollicité notamment pour le casting aussi, même de l'émission. Tu sais, je disais qu'elle a travaillé avec Carly Rae Jepsen. Bien, dans un des clips de Carly Rae, il y a une chanson qui s'appelle Boy Problem et on voit Barbie Ferrara, qui est une des vedettes de la première saison d'Euphoria, dans ce clip-là, qui est sorti bien avant Euphoria, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Petra Collins, elle a contribué au casting. Et quelques temps avant de lancer la série, ils ont fait « You know what, Petra? Merci pour tout. Bye! » Fait qu'ils l'ont remercié. Comme ça. De même. Puis la légende veut qu'à un moment donné, elle marchait, genre, à New York, dans Times Square, puis elle est tombée sur un gros billboard d'Euphoria qui annonçait l'arrivée de la série sur nos écrans en voyant toute l'esthétique qu'on lui avait dérobée. Donc, elle n'a jamais eu vraiment le crédit pour ce travail-là. Alors, sans surprise, un homme a volé le travail d'une femme et ne lui a pas donné de crédit dans une série qui se voulait féministe et inclusive. Donc, douce ironie quand tu nous tiens. Fait que c'est très, très, très dommage pour Petra Collins. Puis c'est ça, fait que là, tu te réjouis, t'es comme, oh mon Dieu, Euphoria. Mais c'est ça, tu te dis, oh mon Dieu, Euphoria, ça a tellement marqué l'époque avec l'esthétique. Oui, mais c'est même pas l'esthétique. C'est un travail volé. C'est du vol de propriété intellectuelle. Là, tu as les interprètes. Il y en a là-dedans qui sont extraordinaires, qui ont dépassé leur personnage. Puis, il y avait des articles qui étaient sortis là, dans la dernière année comme quoi la majorité des acteurs de Euphoria, des acteurs principaux, sont rendus
plus big qu'Euphoria. Ils ont plus besoin d'Euphoria, puis c'est un peu un running gag, là. Mon Dieu, les contrats doivent être béton pour que Zendaya soit pognée à revenir filmer la dernière saison d'Euphoria, alors qu'elle a je sais pas combien de projets de films en chantier, dont évidemment là, les dunes de notre cher réalisateur québécois préféré, Denis Villeneuve, tu sais, fait que c'est fou quand même là, de penser que cette série-là a servi de rampe de lancement à des vedettes qui vont façonner les années 2030. Là. On est là, je veux dire, un Jacob Elordi, c'est le prochain Leonardo DiCaprio, une Sydney Sweeney... Écoutez... je sais pas quel avenir pour Sydney Sweeney. Cette femme me laisse très perplexe. C'est une bimbo, puis en même temps, elle fait bien d'exploiter ses attributs comme elle le fait, parce que sinon, d'autres personnes vont les exploiter à sa place. Ce serait bête de pas capitaliser là-dessus. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle a à offrir d'autre? C'est la question qu'on se pose un peu. En tout cas, ça va être une carrière intéressante à surveiller. Zendaya, bon, qui est déjà très, très établie. Fait que, tu sais, Euphoria... Il en reste quoi? Je veux dire, la dernière saison, c'est la pire. On s'entend, elle n'est pas très bonne, elle est un peu bâclée. On comprend que les acteurs n'étaient pas tous disponibles en même temps. Il y a des séquences où t'es comme, clairement, ça a été filmé, ils étaient tous séparés. Là. Puis on a rabiboché ça au montage, là, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Là. Quelque chose d'un peu uncanny. Donc, très brouillon. J'ai pas aimé qu'est-ce qu'ils ont fait du... Hey, j'arrête pas d'être tapé sur la table! Je fais de l'ambiance, désolé. Les gens qui écoutent, ceux qui regardent, c'est moins pire, je pense, quand vous regardez sur YouTube, mais ceux à l'écoute, ça peut être un petit peu gossant. Mais oui, fait que je suis pas sûre de ce qu'ils ont fait avec le personnage de Jacob Elordi. Pourquoi il est devenu une chochotte à la fin, comme une espèce de... Je sais pas, tout l'arc narratif des personnages, c'est un peu off, mais il reste que... En écoutant les dernières secondes de la série, là, hey man, je me suis sentie comme... quand j'étais en train de terminer le dernier chapitre de Harry Potter, du dernier Harry Potter, là, c'est comme, il y a quelque chose dans le fait de grandir avec des personnages, de grandir avec une série, de grandir avec les acteurs, qui est vraiment, vraiment, vraiment précieux, surtout quand tu as justement l'impression, comme je le disais, tu sais, Euphoria, ça a été mis en ondes en 2019, tout juste avant la pandémie, puis ça se termine en 2026, puis c'est comme, c'est genre le monde d'avant puis le monde qu'on a maintenant, là, tu sais, c'est comme la réalisation qu'il n'y a plus rien, va plus jamais être pareil. Fait que c'est un deuil. Tu sais, j'ai trouvé ça beaucoup plus émotif que je pensais, là. Je m'étais attachée au personnage, puis malgré toutes les critiques qu'on peut adresser à Sam Levinson, notamment le fait que c'est un vieux libidineux dégueulasse qui arrête pas d'exploiter sexuellement ses actrices, OK, pour le male gaze, on a tous compris, là, tu sais, comme... Il y a plein de scènes qui n'ont pas rapport dans Euphoria qui ne servent qu'à fétichiser les actrices, les objectifier pour un public masculin, tu sais, je veux dire, qui aime ça voir des tits rebondir à l'écran, puis genre prendre son téléphone, puis aller aux toilettes, puis disparaître pendant 30 minutes. Puis on sait que vous faites pas caca, les gars, on sait très bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre sel dans vos mains. Tu sais, je veux dire, on s'entend là, tu sais, Sam Levinson, il a fait une série pour des gars genre en midlife crisis qui trippent encore sur les adolescentes, là, on a compris, là, c'est un prétexte beaucoup là, par moment Euphoria là, pour voir genre du Bouncy Titi, là. Mais il reste que il a su amener ses personnages à bon port. J'ai beaucoup aimé la façon dont il a parlé de la crise des opioïdes, notamment, qui est comme une crise qu'on catche pas trop là, au Québec, j'ai l'impression. Des fois, on a l'impression que c'est loin de nous, alors que dans les faits, c'est beaucoup plus proche qu'on pense. Je pense que ça a servi aussi à dépoussiérer un peu les séries destinées aux adolescents, puis d'en faire un genre plus sérieux, plus respecté, parce que justement, d'habitude, les séries destinées aux adolescents, ben ça devient pas des phénomènes culturels mainstream qui sont consommés par autant de couches de la population. Là, moi, ce qui était formidable avec Euphoria, c'était de voir aussi que c'était autant les Gen Z que les millénarios, que les Gen X qui écoutaient cette série-là. Ça a rallié beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et selon moi, ça fait partie des séries mythiques, en fait, là, du 21e siècle. Là. Assurément, là, elle a sa place dans le palmarès. Ensuite, est-ce que Euphoria, ça reste un fantasme hollywoodien, c'est-à-dire qu'on a débordé de l'expérience adolescente, là, je veux dire...
Non, tu sais, tous les adolescents ne sont pas... Oui, les adolescents d'aujourd'hui ont des problèmes, mais ils sont pas nécessairement dans des cartels de drogue en train de jouer les mules pour passer de la drogue des États-Unis au Mexique, là. On s'entend, tu sais, c'est pas... Ou plutôt du Mexique aux États-Unis, pardon. Mais tu sais, on s'entend que pour beaucoup d'adolescents, le plus grand drame, c'est encore d'avoir de l'acné ou d'être dyslexique, là, tu sais. Puis c'est correct, ça va, là. C'est pas une expérience adolescente médiocre. Puis ces jeunes-là ont le droit de se voir représentés aussi. Et c'est pour ça que, pour moi, Euphoria, c'est super, mais tu sais, je trouve qu'une série comme Degrassi mérite aussi sa place au panthéon des meilleures séries pour ados de tous les temps, ne serait-ce parce que Degrassi est arrivé à une certaine époque dans les années 80 en abordant de front des sujets dont on parlait jamais à la télévision, qui étaient hyper tabous, tu sais, de parler de sexualité avec des vrais acteurs adolescents. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de scène de cul vraiment dans Degrassi, parce que c'est des vrais ados, puis on peut pas faire jouer des scènes de cul à des adolescents. Mais tu sais, de parler de grossesse adolescente, de parler d'intimidation, de parler de sida, d'infections transmises sexuellement, de montrer des jeunes en train de faire leur permis de conduire, de montrer des jeunes dont les parents se séparent, de montrer des jeunes qui sont maltraités à la maison, de parler de troubles alimentaires, de parler d'avortement, des vraies expériences vécues par les vrais jeunes, sans filtre. Moi, je trouve que ça pour moi, c'est une vraie série avant-gardiste. Révolutionnaire, beaucoup plus qu'Euphoria. Mais les deux ont leur place au Panthéon, mais pour des raisons complètement différentes. Mais tu sais, Degrassi walked, so Euphoria could run, OK? Puis c'est pas pour rien aussi que Euphoria, un des producteurs associés à cette série-là, c'est Drake. Je sais, on revient toujours à BBL Drizzy, mais Drake, c'est une vedette de Degrassi. Il s'est fait connaître dans Degrassi, qui est une série canadienne, donc Drake, canadien, torontois, a joué dans Degrassi, c'est là qu'il est devenu un enfant star, en quelque sorte, qui a fait ses premières armes dans le star system. Puis je pense que même lui, il comprend l'impact de Degrassi puisqu'il est devenu producteur sur Euphoria, une autre série qui met en scène des adolescences riches et complexes. Donc ça, pour ça, on va lui donner ça. Après, bon, c'est sûr qu'il a envoyé des DM à Barbie Ferrara. Jail. Quand il est question de Drake, là, ça peut jamais... il y a toujours une critique là, imminente. Là. Cet homme-là est deeply flawed. Très, très, très problématique. Mais on va lui donner... On va saluer son travail de production là, sur Euphoria qui a permis à la série de prendre du galon puis à s'imposer là, dans le paysage télévisuel. Laisser sa marque. Bravo. Bravo Euphoria. Bravo tout le monde. Bravo au chou Sam Levinson. J'ai pas encore tranché. Je suis ambivalente. Je pense que je suis ambivalente comme beaucoup de gens sur Internet. Hein. C'est ça aussi. Puis je pense que ça va être mon dernier mot sur Euphoria, mais c'est la communauté qu'on a construite autour de cette série-là. T'sais, je pense que la 3e saison, on a été nombreux à la hate-watcher. Parce qu'on était... Dès le premier épisode, on était comme « Ah, fuck that, là. Pourquoi, là? Des sachets de poudre dans le cul, là. What the fuck? » Tu sais, c'est tellement gratuit. Mais tu sais, même si on est là à hate-watcher, ça reste fédérateur. C'est pour ça que je dis Euphoria, une des dernières fictions fédératrices des années 2020, c'est que même dans la haine, jusqu'à la fin, on a été unis puis on voulait connaître le dénouement de cette histoire-là. Fait que pour ça, ça a quelque chose de beau. Mais ouais, donc c'est ça, là. Bravo, chou, Sam Levinson, je le sais pas, là. Il est toxique. Fait que tu sais pas qu'est-ce que tu fais avec des gens toxiques qui ont quand même du talent, tu sais. Mais il y a pire que Sam Levinson. Il y a toujours pire, comme Gwyneth Paltrow. C'est super gratuit! Gwyneth Paltrow. Je suis plus capable. Pour moi, Gwyneth Paltrow, une des pires figures publiques à avoir émergé au 21e siècle, et je pèse mes mots. Évidemment pas comme actrice, là, donc sa carrière a commencé bien avant ça, là, dans les années fin 80, 90, début 90, je veux dire. Mais vraiment avec son empire Goop, là. Moi, Gwyneth Paltrow, cette femme, c'est une charlatane. C'est un cancer pour la société. Gwyneth, arrête d'essayer de nous vendre des cures. You're the fucking disease, OK? Goop, pour moi, de mon point de vue, c'est un empire mortifère. Et je dis mortifère même si elle n'a pas tué personne, jusqu'à preuve du contraire. Parce que tout son discours autour du wellness est extrêmement dangereux.
Elle a donné naissance à toute cette espèce de mouvement ésotérique autour de la santé, du bien-être, comme lifestyle aussi. Toutes les mamans anti-vax se sont trouvées un symbole en la personne de Gwyneth Paltrow. Même si elle n'a jamais condamné publiquement les vaccins, il reste qu'on l'associe à ça. Je parlais des Almond Moms dans le premier épisode de Bitchology. C'est ces femmes-là qui entraînent tout leur foyer, toute leur famille dans des troubles alimentaires, des femmes qui boivent du lait cru, tout le mouvement des Trad Wives, le mouvement de Make America Healthy Again. Ça, là, je suis désolée, mais c'est un héritage de Goop. C'est à elle qu'on doit cette culture-là toxique. On rit, mais tu sais, pour vrai, c'est à cause d'elle qu'il y a comme un important noyau de femmes qui rejettent la science puis qui se fient à leur horloge interne, qui se fient à leur vibe, à leur feeling. T'es comme, mais non, mais ça marche pas comme ça, là. Tu sais, puis c'est ça, Gwyneth Paltrow toujours empêtrée dans les controverses. Bon, la plus récente, elle a participé à une publicité pour un projet immobilier de luxe en Israël. Je suis comme, what the fuck? Une pub où elle vend des condos, où elle essaie de nous vendre, en fait, des condos avec des piscines, des caves à vin, des belles vues sur la Méditerranée, pendant que la région est au cœur d'une des plus graves crises humanitaires. Je veux dire, il y a un génocide, girl! Qu'est-ce que tu fais? Genre, elle s'est fait drag sur Internet, mais avec raison. Je veux dire, les gens l'appellent Gwyneth Paltrow avec raison. Ce nom va rester. Sachez-le, chez Bitchology, on parle de Gwyneth Paltrow comme d'étant Gwyneth Paltrow à partir de maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cette femme-là. C'est terrible. Récemment, elle était dans son balado là, de Goop Podcast. Là. Elle parlait à une invitée. Elle lui confiait qu'elle sentait rien, hein, elle parlait de son mari, entre autres, là, qu'elle décrit comme un homme extraordinaire, super attentionné, progressiste, qui aime ça prendre soin des autres. Elle l'a décrit selon ces termes-là, et elle dit, mon mari, il dit que moi, je suis une républicaine. Puis elle est comme, mais c'est pas vrai, je suis pas une républicaine, je suis plus, moi, je me vois comme une centriste. C'est juste que je regarde là, ce qui se passe là, autour de nous, puis je ressens rien. J'ai de la misère à me sentir interpellée par ce qui se passe. Mais oui, mais parce que t'es une sociopathe, ma fille. C'est ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que t'es une sociopathe. Elle a dit ça devant son invité. Puis son invité, c'était qui? Trey Stephens, OK, un investisseur et entrepreneur qui est cofondateur d'Anduril Industries, qui est une entreprise de technologie de défense militaire qui utilise l'intelligence artificielle dans le cadre de ses activités. Donc, elle a invité ce monsieur-là à son balado Goop. Balado qui est censé être consacré au bien-être, hein, à la culture lifestyle, à la santé, etc. Elle a invité... Je veux dire, ça a pas... Ce monsieur-là, là, il est associé dans une société qui appartient à Peter Thiel, OK? C'est un ancien employé de Palantir. Ça va pas du tout. Cette femme... Au secours, Jill! Cancel! C'est la culture du bien-être qui dort dans le même lit que le techno-fascisme. Quand on vous dit là, que comme l'espèce de clean girl aesthetic marche de pair avec le fascisme, avec le conservatisme le plus rétrograde qui existe, en guerre ouverte contre la démocratie, qui nous conduit tout droit vers la dystopie, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Gwyneth Paltrow qui déroule le tapis rouge là, de manière complètement inoffensive là, à ces hommes-là, à son balado, pour venir endoctriner les gens. Tout ce monsieur-là qui arrive puis qui parle le genre de l'état du monde puis comment il essaye de rattacher ses valeurs chrétiennes à son entreprise de défense militaire à la solde des gens les plus violents sur cette planète. Pendant ce temps-là, t'as Gwyneth Paltrow quelques jours plus tard après cette balado-là qui sort sa publicité de vente de condos en Israël. Pile dans des territoires détruits par l'armée israélienne qui appartiennent aux Palestiniens. What is that? Tu sais, c'est sûr qu'elle préparait la table. Je sais pas. Je présume qu'elle est en train de mettre la table avec ce balado-là. Elle savait que la pub s'en venait, puis c'est pour ça qu'elle a commencé à dire « Moi, je ressens rien. Moi, je suis une centriste. Moi, je me mêle pas de ça. » C'est clair. C'est parce que ces sujets-là sont interreliés. C'est clair. Moi, ça me fait capoter. Cette femme-là, elle a toujours eu mauvaise réputation. Je veux dire, il y a eu toutes sortes de rumeurs là, concernant Gwyneth Paltrow là, à Hollywood, notamment le fait qu'elle aurait peut-être volé le manuscrit de Shakespeare in Love à Winona Ryder. Manuscrit, tu sais, Shakespeare in Love, dans le fond, c'est le film qui lui a permis de gagner l'Oscar de la meilleure actrice, right?
qui, si je me trompe pas, était une production de Miramax, la compagnie de Harvey Weinstein. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans, parce que Gwyneth Paltrow a elle-même été une victime de Harvey Weinstein. Tout le monde a su là, l'histoire de Brad Pitt qui a taponné Weinstein dans un coin puis qui était comme « tu lâches ma blonde, tu la laisses tranquille », tu sais. À l'époque, parce qu'ils sortaient ensemble, parce qu'ils avaient travaillé ensemble sur le film Seven de David Fincher, c'est un excellent film. Donc, Gwyneth Paltrow, une actrice en vogue, mais à l'époque, l'actrice la plus établie, c'était Winona Ryder. Là. Je veux dire, Winona était sur une solide lancée. Là. Évidemment, on peut penser à Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent et tout. C'était comme une indie darling qui avait tout ce qu'il fallait pour être une A-lister, en fait, en quelque sorte. Puis apparemment qu'elle avait été considérée pour ce rôle là, dans Shakespeare in Love. Et la rumeur veut, ça c'est une rumeur, personne ne sait qui l'a parti. Gwyneth Paltrow, elle a carrément dit dans un article de blog que c'était une de ses frenemies de l'époque, des années 90. Puis les gens ont peut-être l'impression que c'est Winona Ryder elle-même qui a parti cette rumeur-là. Mais toujours est-il que la rumeur veut que Gwyneth Paltrow serait allée chez Winona Ryder dans son appartement, puis pendant que Winona Ryder était aux toilettes, genre, elle aurait vu le manuscrit de Shakespeare in Love sur une petite table à café, puis elle l'a pris. Donc, dépendamment des versions, elle l'a pris et est partie avec, ou encore, elle a spoté le rôle, puis elle a téléphoné son agent, puis elle a dit « Je veux que tu me mettes là-dessus. Je vais aller passer l'audition pour ça. » Elle a feuilleté le manuscrit très rapidement. Il y a toutes sortes de versions. Gwyneth, dans sa version, est comme « Non, j'avais déjà entendu parler du scénario, je l'avais même reçu, je l'avais juste mal lu, puis là, j'ai insisté pour le faire. » En tout cas, il y a toutes sortes de versions, mais toujours est-il que c'est très louche comme histoire, et quelques années plus tard, ça a été le début de la descente aux enfers de Winona Ryder, qui a été prise à faire du shoplifting dans un grand magasin à New York, qui est allé... qui a été devant la justice, qui a été condamné pour ça, donc accusé et condamné pour vol à l'étalage. Et on se rappellera que Winona Ryder avait dit à l'époque « Non, mais c'est parce que j'avais reçu des consignes d'un réalisateur qui voulait que je me pratique à faire du shoplifting pour un rôle. » Bref, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est pogné avec Goop. Moi, je me désole du succès de cette femme-là, de l'empire qu'elle a réussi à construire. Pour moi, c'est vraiment la schtroumpfette, là. C'est la Barbie à la solde du techno-fascisme, là, qui passe ses journées à culpabiliser les femmes puis à créer des besoins chez elles, créer des insécurités qu'on devrait même pas avoir, t'sais. Tout ça pour nous vendre de la cochonnerie, notamment des chandelles parfumées qui sentent comme son vagin. C'est comme... Le nombre de choses stupides qu'elle a commercialisées là, au cours des dernières années, puis tout ça ne vise qu'à l'enrichir, tu sais, puis cette femme-là, elle s'en va donner des entrevues, puis elle dit toujours de la merde, elle dit toujours de la sauce, tu sais. Il y a rien qui sort de la bouche de Gwyneth Paltrow qui fait du sens. Jamais, tu sais. Elle dit des affaires comme, honnêtement, je préférais consommer du crack que de manger comme du fromage en canne, ou tu sais. C'est pas de ma faute si je suis qui je suis. Je peux pas faire semblant d'être une femme qui gagne 25 000 $ par année. Elle est horrible! On peut-tu juste comme... Elle mériterait... S'il vous plaît, quelqu'un... S'il y a une force dans l'univers qui m'entend, toute la souffrance infligée à Lizzo, on peut-tu la transférer à Gwyneth Paltrow? Est-ce que Gwyneth Paltrow pourrait être cancellée comme Lizzo l'a été, s'il vous plaît? Puis je sais que ça arrivera jamais parce que Gwyneth Paltrow est une belle femme blanche, grande, blonde, aux yeux bleus. Donc, ça n'arrivera pas. Mais il reste que des deux, là, honnêtement, celle qui devrait disparaître de la surface de la Terre, ça devrait être Gwyneth Paltrow. Pour tous les dommages qu'elle a causés. Pour vrai. On vit dans la culture qu'elle a créée en 2008 avec Goop. Honnêtement, je vous le jure. La féminité, là, oh my God, articulée autour de Goop, là, c'est un cancer pour la société. Bref, moi je dis que le seul rempart contre des gens comme Gwyneth Paltrow, c'est l'empathie, l'esprit critique. Puis l'amour, Chris! L'amour, on s'accroche à ça. C'est l'été, puis j'ai le goût de m'accrocher à l'amour, genre, c'est le temps des fleurs. J'ai pas de romance en ce moment, moi, de mon côté. Mais à chaque été, il y a comme un nouveau couple, un peu. T'sais. L'année passée, c'était Pamela Anderson et Liam Neeson. On se rappelle de cette histoire-là? Tu t'en rappelles pas? Antoine, fan de cinéma. Tu te rappelles pas, genre, de la promo autour du film Naked Gun? Une nouvelle mouture, cette fois avec Liam Neeson. Comment ils ont instrumentalisé la relation développée durant le film, parce que Pamela Anderson était sa co-star dans ce film-là, puis ils nous ont fait à croire qu'ils étaient en couple dans la vraie vie. Puis on était tous heureux parce que, tu sais, tout le monde root pour
Pamela Anderson, on veut qu'elle retrouve l'amour, tu sais, on est comme « Yes, girl! Après tout ce que t'as vécu, t'as tellement souffert. » Ouh, on reçoit un petit message sur l'écran. T'as tellement souffert avec Tommy Lee, puis genre... Kid Rock. Est-ce que tu te rappelles quand elle a daté Kid Rock? Tu savais pas qu'elle avait daté Kid Rock? Je pensais que t'allais dire « Je connais pas assez Kid Rock. » Parce que s'il y a une personne que tu dois pas connaître, dont la carrière ne mérite même pas qu'on s'y attarde, c'est bien Kid Rock, là. Dont le plus grand succès est genre Bam Badi Wam Dibdi, là. Tu sais, tu te rappelles de cette tune-là, genre? Bam Badi Wam... Je sais pas qu'elle a l'affaire, là, en tout cas. Ouais, fait que Pamela Anderson, on veut juste qu'elle trouve l'amour, puis qu'elle trouve un homme qui la respecte, puis qui l'aime, puis qui la traite comme la fleur, le nénuphar qu'elle est. Puis là, t'as Liam Neeson qui est arrivé, puis là, on y a tous cru. Lui qui a perdu sa femme, hein, Natasha Richardson, je crois. Savais-tu ça qu'elle a perdu? Sa femme est morte au Québec, man. Elle est morte dans un accident de ski, si je me trompe pas, à Tremblant. Ça a été une mort tragique, atroce, puis il n'a plus jamais été le même depuis. Fait que, tu sais, je pense qu'on a un attachement pour ces deux-là. Tu sais, au Québec, en plus, c'est ça, tu sais, sa femme est morte au Québec. Sa femme avec qui il était depuis de nombreuses années. Puis Pamela Anderson est canadienne aussi. Fait qu'on a un petit côté chauvin, là. Puis évidemment, ils nous ont roulé dans la farine parce qu'ils ont juste ça à faire, les vedettes à Hollywood. Fait que tout ça n'était qu'un stunt pour la publicité. Même si les deux étaient comme non, on est en amour, c'est juste qu'on se fait jamais filmer ensemble. Mais non, c'est un gros stunt, là. On s'est fait complètement niquer par ces deux-là. Il reste que je crois encore en l'amour. Et l'amour, je le vois, notamment quand je regarde du côté de Keke Palmer et comment il s'appelle, là, Cronduff? Le gars des Hot Wings, là. Il est full. Oui, je devrais le nommer. Cronduff, ça devrait être réservé à Jeff Bezos. C'est comme à quelqu'un de vraiment toxique et problématique, chum avec Goop. Sean Evans, il mérite pas mon mépris parce que c'est juste quelqu'un qui amène de la joie dans le monde en humiliant des célébrités sur son plateau. Moi, je trouve que giving the people what they want. Donc, cet homme-là, Sean Evans, je sais pas si tu as vu ça, l'espèce de romance entre Keke Palmer. Il y a quelques années, 1 ou 2 ans, on lui a demandé à Sean Evans, qui fait des entrevues là, où il invite là, les vedettes à manger des ailes de poulet épicées, de plus en plus épicées au fur et à mesure de l'entrevue. C'était qui la vedette qui l'avait le plus marqué durant toutes ces années à faire ce show-là? Puis il a dit Keke Palmer. Et personne ne s'attendait à ça, parce qu'il y a eu des grosses vedettes là, sur son plateau, right? Mais Keke Palmer, tu sais, c'est un peu cette actrice afro-américaine de série B, vedette un peu, tu sais, de Nickelodeon, puis Disney Channel, tu sais, une enfant star devenue une vedette à part entière, mais tu sais, qu'il n'y a pas tant de succès populaire. Tu sais, très populaire sur BET, par exemple, tu sais, les réseaux, tout le monde, dans la communauté noire, tout le monde sait c'est qui Keke Palmer, mais le public blanc a été plus lent à l'adopter, tu sais, parce que elle joue pas dans des gros films. Les femmes noires n'ont pas de lead. Là. Je veux dire, à part Ali Berry puis Zendaya, c'est souvent des rôles de soutien puis des rôles caricaturaux. Fait que, tu sais, Keke Palmer est pas... est black famous. Je vais dire comme Thomas Leblanc qui disait gay famous dans l'épisode. Elle est très connue des communautés noires, mais très peu du public blanc. Fait que personne ne s'attendait à ça. Mais cette fille-là est tellement charismatique, est tellement drôle. Écoutez les entrevues de Keke Palmer, vous allez l'adopter. Elle est hilarante. Puis cette fille-là incarne la joie de vivre. Fait que, tu sais, made sense. Elle est pareille, en fait. Ce qu'elle dégage en entrevue, c'est exactement comme ça qu'elle est, en fait. C'est ce qu'on comprend. Puis là, depuis qu'il a dit ça, tout le monde essaie de les réunir. Tout le monde veut vraiment qu'ils soient en couple, les deux. Keke, à l'époque, était, je pense, fiancée ou mariée, mais toujours est-il qu'elle a un enfant, là, tu sais. Puis son couple, ça s'est mal terminé un peu, là. Son chum, c'était vraiment comme un fuckboy qui a essayé de la slut-shamer sur les réseaux sociaux. Là, c'était vraiment dark, cette période-là. Puis tout le monde était comme, mais là, Keke, here's your chance. Va vers l'homme chauve blanc. Tu sais, parce que Keke, c'est une bad bitch. Puis, fait que l'association avec cet homme-là est pas naturelle, mais en même temps, tu sais, c'est comme, il faut arrêter de chercher les bad boys. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comme un bon petit gars qui va bien la traiter. Puis là, depuis ce temps-là, les deux jouent un peu avec nos nerfs, tu sais. Là, Keke, en fait, se sont embrassés à un moment donné, tu sais, parce qu'il était comme, tu sais, je suis comme, c'est une vedette, là, que j'aime tellement, puis j'aurais pu l'embrasser, tu sais, il y avait dit quelque chose comme ça, fait que là, ils ont comme planifié un bisou qu'ils ont montré sur les réseaux sociaux, puis là, ça a brisé l'Internet. Là, après, Keke, elle l'a reçu à son balado, puis en tout cas, bref. Fait qu'il y a tout le temps comme des petites occasions, des petites rencontres comme ça, et là, récemment, ils ont été aperçus en date, les deux ensemble. Une photo de paparazzi, fait qu'on sait que c'est une vraie date, que c'est pas une date...
Ben, en même temps, on sait pas. C'est peut-être un studio. On le sait pas. On le sait pas. C'est ça l'affaire avec le marketing aujourd'hui. On le sait plus. Mais tout le monde y croit. Tu sais, fait qu'on y croit encore. Moi j'espère que c'est une vraie histoire d'amour puis pas un stunt de relations publiques, tu sais, mais on vient qu'on sait plus. Tu sais, même le couple Justin Trudeau, Katy Perry, sont partout sur mes réseaux sociaux. Pour vrai, à chaque fois que j'ouvre Instagram, là, ils sont partout. Et ça m'inquiète un peu quand même parce que, tu sais, dans le fond, si c'est un vrai couple, j'aimerais ça qu'ils puissent vivre leur amour à l'abri des caméras parce que it's gonna fuck you up, là. D'avoir des paparazzis qui t'attendent comme ça dans les buissons tout le temps, là. Tu sais, c'est très, très invasif, là, ce qu'on voit d'eux, là. Ça me fait peur un peu pour l'avenir du couple, mais en même temps, je suis comme ambivalente. On dirait que je sais pas si c'est une vraie relation. Tu sais, parce que Katy Perry, elle arrête pas de parler de Justin Trudeau. Et là, c'est Jour du Canada, Fête du Canada. J'ai chanté l'hymne national au Canada. Pardon, je me suis reprise. J'étais partie sur l'hymne national américain. Mais tu sais, c'est ça. Elle parle de Justin comme d'un joyau. Elle arrête pas de dire partout là, en entrevue qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, qu'elle est deeply, madly in love. Puis je suis comme, girl, don't go there. Girl, tu vas finir humiliée. Il faut pas faire ça parce qu'elle en parle. Il y a un immense décalage entre la façon dont elle parle de Justin Trudeau et dont lui parle d'elle. Lui, il parle pas tant d'elle que ça. Il est très réservé, il est très discret. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur que cette fille-là finisse humiliée. Parce que Katy Perry, elle a souffert là, dans sa vie de couple. Là, je veux dire, oui, elle a été longtemps avec Orlando Bloom. And she was the price. Parce que Orlando Bloom, je veux dire, à part Le Seigneur des Anneaux, là, puis on savait pas que ça allait être un box-office success. Là. Fait que, son chèque de paye à l'époque, là, il a pas dû être mirobolant là, pour jouer Legolas qui a 3 lignes dans le 2e film, ou dans le 3e plutôt. Il dit pas grand-chose, là, Legolas. Là. Puis on retient surtout la taquinerie avec Gimli. Là. Mais c'est ça. Clairement, Katy Perry, c'est une plus grosse star que Orlando Bloom. Même si la misogynie, parfois, nous ferait penser le contraire, mais non, c'est elle la grosse star du couple. Mais avant lui, elle était avec Russell Brand, hein? Monsieur Bible! Monsieur, j'aime la Bible! Je traîne une Bible avec moi, mais je ne suis pas capable de citer un seul des passages qui m'inspirent à être une meilleure personne. Donc, elle est en couple avec Russell Brand, se sont rencontrés, ça a été fulgurant comme rencontre, gros love bombing dès le début, se sont mariés très rapidement en Inde, dans une cérémonie over the top. Fast forward, quelques mois plus tard, Russell Brand demande le divorce par texto. Par texto, alors qu'elle est genre, je pense, dans un gala ou quelque chose comme ça. Tu sais, comme, c'est dégueulasse. Puis il a jamais redonné de nouvelles. Il est pas venu chercher ses affaires chez elle. Elle a jamais eu le droit à une vraie conversation avec lui. Il a juste demandé le divorce par texto. Donc, c'est ça. Ça, c'est une humiliation dont on se remet difficilement. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle s'est retournée vers Legolas, là, qui avait pas grand-chose à offrir, qui est un bel homme, mais qui est très, très, très effacé, très discret, là, qui est vraiment un peu un has-been, là, Orlando Bloom, là, on peut le dire. Là, je veux dire, nommez-moi un film d'Orlando Bloom. Je vais attendre. Attendez, il est quelle heure? Ouais. J'ai pas de montre, mais... C'est ça. C'est ça que je pensais! Il y en a pas! Il y en a pas! Donc, là, elle jette complètement dans les bras là, de Justin Trudeau en ce moment, puis je suis contente pour elle, tu sais. Moi, j'aime ça voir une femme, une mère qui se sépare, puis qui renaît, puis qui tu le vois, là, elle a un glow, Katy Perry, en ce moment, là. She's doing just fine. Mais j'ai peur qu'elle se soit attachée trop vite à quelqu'un qui est peut-être pas à la même place qu'elle en ce moment, puis moi, j'aurais juste le goût d'aller lui dire de réécouter les albums de Sabrina Carpenter et surtout de Lily Allen, qui a très bien parlé d'hétérofatalisme et qui est la certitude que les hommes hétérosexuels cisgenres vont finir par nous humilier d'une façon ou d'une autre. Ça peut pas bien se passer. Tu sais, quand on parle d'hétérofatalisme, c'est de dire que l'hétérosexualité n'est pas un choix, parce que si on avait le choix, on serait toutes lesbiennes. Parce que ça serait nettement plus simple. Parce que, ben, les hommes, très souvent... Puis je suis désolée, là, je sais qu'il y a des bons gars, là. C'est pas ça. C'est que je dis qu'il y a une culture qui crée des hommes qui aiment davantage plaire à leurs amis gars que de plaire à leurs blondes. Puis des fois, on a l'impression que les femmes aiment beaucoup plus les hommes que les hommes aiment les femmes. Fait que fais attention à toi, Katy. Fais attention à ton petit cœur. Ça me stresse. Pour vrai, ça me stresse pour elle. Je t'inquiète, tu sais. Puis, tu sais, même Justin, je le trouve... il est un peu insaisissable. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il pense, à quoi il pense dans sa tête. Je serais curieux de savoir. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi l'avenir pour Justin Trudeau?
Je sais pas. Je sais pas parce que, tu sais, là, c'est son fils là, qui essaye de percer. T'as vu Antoine? Xav Trudeau? J'aime ça, les vedettes. En fait, il a laissé tomber le nom de famille, fait que c'est juste Xav. Qui est quand même c'est mieux de mettre un diminutif de son prénom que d'y aller avec une grosse déclaration comme Big Tip. Tu te rappelles de Big Tip? Oh mon Dieu, c'était le nom de René Charles. René Charles, le fils de Céline et de René Angélil, qui a tenté une carrière très, très brève de rappeur et qui s'était donné comme sobriquet, c'est ça le mot? Big Tip. C'était son street name. Big Tip. Tu penses que ça fait référence à quoi, toi, Antoine? Ah oui, c'est ça. On a déjà parlé de pegging, là, on peut pas revenir là-dessus, là, mais... fait que tout ce qui est... ouais, on n'ira pas là-dessus. Mais ouais, ça, c'est... Je préfère Xav, OK? On va dire ça comme ça. Qui veut, lui aussi, devenir rappeur. Hein, vraiment, c'est une obsession chez ses Nepo Babies. Bientôt, Émile Roy, le fils de Patrice Roy, rappeur. Je sais pas. En tout cas, bref, une obsession chez eux. Faut juste pas que Justin Morissette s'y mette. Là. On en a assez. La cour est pleine, n'en jetez plus. Mais donc, Xav qui essaye de percer avec une espèce de... rap R&B très similaire à ce que Drake faisait là, en début de carrière. Les bonnes années de Drake, je dirais. C'est écoutable, c'est bien correct, c'est très, très respectable. Il va trouver son public. Est-ce qu'il va se rendre loin? Je le sais pas. Mais toujours est-il que je le regarde aller puis je me dis, mon Dieu, je pense que Justin Trudeau aurait été nettement plus heureux s'il avait suivi son premier rêve, son rêve initial, parce que Justin Trudeau, à la base, c'est un prof de théâtre, là. Puis je pense qu'il aurait juste dû être comédien. Je pense qu'il aurait juste dû être acteur, un peu comme Ben Mulroney, le fils de Brian Mulroney, qui est devenu animateur, qui travaillait à E-Talk, que j'écoutais régulièrement et religieusement, tout comme Access Hollywood et Entertainment Tonight. Et c'est pour ça que je suis votre référence en pop culture aujourd'hui, en 2026. Mais plus sérieusement, je pense que Justin y était fait, en fait, pour la gloire de type hollywoodienne beaucoup plus qu'une carrière politique. Mais après, hein, le poids d'une dynastie, ça peut être lourd à porter, puis il y a beaucoup de gens qui ont placé leurs espoirs en lui. J'espère que lui aura le réflexe de laisser son fils aller être la personne qu'il aurait peut-être souhaité être et qu'il aurait dû poursuivre, en fait. Donc, de réaliser ses objectifs. Je sais pas qu'est-ce qui va advenir de Justin Trudeau. Je sais pas trop. Il est où mentalement? T'sais? Est-ce qu'il assume d'être une célébrité ou est-ce qu'il veut encore avoir un rôle à jouer dans la vie publique? Ou est-ce que ça va être un monsieur qui va faire des conférences comme Michel puis Barack Obama, puis nous partager sa liste, sa recommandation de lecture à chaque Noël? Tu sais, Obama, c'est ça qu'il fait, là. C'est comme les trucs sur lesquels j'ai trippé au cours de la dernière année. Puis c'est comme... Je pense que cette liste a arrêté d'être relevant quelque part en 2017, 2018. Là. Il peut cesser. Là, comme ça m'intéresse plus de savoir les albums préférés de Barack Obama. Là, fait que, je me dis souvent, c'est un peu ça. Là, tu regardes Sophie Grégoire Trudeau, elle aussi, elle essaie de faire une version vraiment, vraiment plus édulcorée de Goop. Là. De parler de yoga, de bien-être, de conscience. C'est pas pour moi, mais j'imagine qu'il y a un public pour ça. Fait que je sais pas comment il va se réinventer Justin Trudeau. Mais là, c'est la fête du Canada. C'est le jour de fête nationale. Si j'avais un palmarès à faire là, des meilleurs Canadiens, là, est-ce que je mettrais Justin Trudeau dans le top 10? Dans le top 10, on le mettrait dessus? Je le sais pas. Mais je sais qui aurait au top de cette liste-là. Hey! Keanu Reeves. C'est fucking random, mais genre, je me suis dit, OK, je vais éplucher comme la liste des meilleurs Canadiens auxquels je peux penser, puis il me semble que Keanu Reeves incarne tout ce qu'il y a de beau au Canada. C'est juste une personnalité pas problématique, qui vieillit bien, dont t'entends jamais du mal, qui fait ses petits projets, qui fait pas chier, qui sait c'est quoi sa place, qui déborde pas, tu sais, qui a l'air d'avoir un... Tu sais, il a vécu beaucoup de drames dans sa vie, Keanu Reeves, puis j'ai l'impression que comme... C'est comme un petit oiseau blessé. Puis j'ai l'impression que c'est ça l'essence du Canadien. C'est juste quelqu'un qui est là, qui est juste là, qui chill, tu sais, qui vibe. Puis c'est ça qui m'inspire Keanu Reeves. Je pense que si Justin Trudeau veut vieillir sereinement, il devrait passer un petit coup de fil à Keanu Reeves pour savoir c'est quoi son secret, honnêtement, là. Puis avoir sa place dans mon panthéon de meilleurs Canadiens ever. Parce que that is the goal, right? On est là pour ça. C'est comme ça.
que ça conclut cet épisode de Bitchologie. Il faut que je vous laisse. Il y a du barbecue. Là, je veux dire, c'est les vacances. Là, on relaxe. Là, on prend ça léger. Fait que, ouais, merci d'avoir été là. On se retrouve à la prochaine chicane. Antoine, merci d'avoir été là. D'avoir été un soutien moral pour le petit oiseau blessé que je suis. Sur cette note, put in Chanel. Non, ça dit toujours rien. Hein? Ok, d'accord. Je pense que je le chante mal. Put in Chanel. Put in Chanel. Say love me. Put in Chanel. J'oublie beaucoup de paroles. Je pense que c'est ça qui coupe la machine. Bref. Sur ce. Wow.